The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bon, parfait. Donc, on va commencer. Donc, bonjour à tous et merci d'être venus terminer l'avant-midi avec nous pour cette présentation sur les vannes de sécurité sur la vapeur. Mon nom est François Tremblay et je vais être votre présentateur pour aujourd'hui. On a donné plusieurs webinaires l'automne dernier et puis récemment, on a eu plusieurs questions là, sur les vannes de sécurité sur la vapeur, notamment au niveau des normes, des règlements et des sélections. Puis bon, ça nous a donné un peu l'opportunité de préparer une autre présentation, de venir passer une autre belle demi-heure avec vous. Donc, on va dépiler la présentation, mais juste pour vous dire, à la fin, j'ai mon collègue et expert régional Richard Forbes qui va venir se joindre à nous pour une quinzaine de minutes pour répondre à des questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure, si vous avez des questions, laissez-les nous dans le chat et puis on va les adresser à la fin de la présentation. Donc, allons-y sans attendre. Peut-être juste avant de débuter, écoute, je prends toujours une petite minute là, pour qu'on dise un petit mot à notre sujet. Donc, Richard Forbes, qui est notre expert régional chez Spirax Sarco pour l'Est du Canada. Richard, on est chanceux de l'avoir. Ça fait plus de 35 ans qu'il est avec nous. Et puis, Richard a touché pas mal à toutes les différentes applications qu'il peut y avoir sur la vapeur. Donc, c'est un petit peu notre mentor et puis support technique. Donc, il nous aide beaucoup sur nos projets. On est bien content de l'avoir. D'un autre côté, il y a moi, François Tremblay, qui était chez Spirax depuis 17 ans déjà.
Je couvre surtout les marchés hospitaliers et pharmaceutiques. Une des tâches aussi qui m'occupent chez Spirax, c'est beaucoup aussi la formation. Donc, je donne beaucoup de webinaires. Et puis aussi, bon, dans l'ancien temps, je donnais beaucoup de formations aussi à nos laboratoires. C'est un petit peu moins populaire présentement les présentations en présentiel, mais bon, ça va revenir bientôt. L'agenda d'aujourd'hui, donc, on vous avait promis 4 sujets. Bon, les sujets qui sont en lien beaucoup avec les questions qu'on a sur les vannes de sûreté. Donc, on nous pose beaucoup de questions au niveau du code, les codes et normes qui régissent les vannes de sûreté. Donc, on va parler du code ASME, section 1 et 8. On va parler aussi de la sélection par rapport à la capacité. Les gens se demandent dans différentes situations combien de capacités qu'ils ont besoin pour leur vanne de sûreté. Le choix aussi du réglage de la pression. Donc, on va voir que selon la situation ou selon l'application, on va faire il y a différentes règles qui régissent le réglage de pression sur les vannes de sûreté. Et finalement, dernier sujet, l'installation, qui est aussi important que les 3 autres sujets, surtout pour la durabilité et aussi l'opération des vannes de sûreté. Juste avant de débuter, aussi une autre petite mise en garde rapide, c'est que cette formation-là contient des avis généraux qui sont donnés à titre d'information seulement. C'est sûr que ça ne remplace pas les codes et règlements locaux. Donc, nous, Spirax, au fil des années, c'est sûr qu'on suit des règles qui nous sont propres aussi, puis qui nous permettent aussi, qui sont basées sur les règles établies, les codes et normes établis, qui nous permettent de faire des installations conformes. Mais ça, qu'en cas de doute, le moindre doute que vous avez aux zones grises, on vous demande quand même de vous référer aux autorités locales, comme par exemple au Québec, la RBQ, car c'est eux qui ont vraiment l'autorité quand vient le temps de trancher, même si parfois on a l'impression que ça fait bien du sens ce qu'on fait. C'est eux en bout de ligne qui ont l'autorité pour prendre des décisions. Donc, on va vraiment aller dans le vif du sujet. Justement, de commencer, ça peut paraître simple, là, une vanne de sûreté. On va se rappeler un petit peu les différentes parties qu'il peut y avoir dans une vanne de sûreté. Donc, on va commencer par le bas, dans le fond. On va aller de bas en haut. Donc, l'entrée, vous allez remarquer tout d'abord que l'entrée, la section est beaucoup plus petite que la sortie. Donc, dans la plupart du temps, sur la vapeur, l'entrée est pratiquement toujours la section plus petite que la sortie. Donc, on comprend que la sortie du safety valve est raccordée à un évent qui est à l'atmosphère. Et à l'entrée, la vapeur, elle est sous pression. Fait que c'est sûr qu'il y a une chute de pression qui est créée là, à travers l'orifice qui est ici. Fait qu'à la sortie, il y a une bonne détente là, de volume. Donc, c'est sûr que la section là, est beaucoup plus grosse là, à la sortie du safety valve. Donc, c'est une première caractéristique qu'il faut regarder. Par la suite, dans un safety valve, on a un siège et puis un disque qui vient se reposer. On va regarder l'image de droite. Là, il y a un disque qui vient se reposer sur le siège. Et puis au niveau du disque, vous voyez, ça continue sur le côté. Donc, le disque vient s'asseoir sur le siège pour faire l'étanchéité, mais sur le côté, ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, ça fait comme une genre de forme conique. Puis on va voir tout à l'heure, ça a une importance là, pour l'ouverture de la vanne de sûreté. Donc, notre siège, notre disque en acier inoxydable. Ce qu'on a aussi comme particularité aussi, vous voyez ici, dans la section, on voit qu'il y a un trou sur le côté. Ça, souvent, on va voir trop souvent les gens là, sur les installations vont venir mettre un bouchon là, ou une plug. C'est pas parce qu'on a oublié de boucher un trou là, qu'il y a un trou là. C'est vraiment un drain ça, qui est sur le côté. Donc, juste, il y a souvent sur les grosses vannes, il y a toujours un drain, peut-être un quart de pouce sur le côté. Donc, quand la vanne, on comprend qu'elle ouvre, il y a de la vapeur un petit peu qui va se condenser à l'intérieur. On peut se ramasser de l'eau ici. On ne veut pas qu'il y ait de corrosion à l'intérieur. Donc, c'est vraiment un orifice de drainage à envoyer au drain, ce petit trou-là qui est ici. L'autre caractéristique principale, c'est sûr que c'est le ressort. C'est lui qui fait pas mal tout le travail là, dans une vanne de sûreté, puis qui est pas mal la composante principale. Donc, pour chaque réglage de pression, tout comme nous, comme Spirax Sarco, en tant que manufacturier de safety valve, on garde différents ranges de ressorts. Chaque ressort va venir couvrir une plage de 5 à 10 PSI de plage. Donc, ce ressort-là, c'est vraiment lui qui vient être comprimé à l'intérieur, hein, selon le réglage qu'on a besoin. C'est lui qui va appuyer contre la pression de la vapeur. Si à un moment donné, la vapeur, la pression dans le système excède la pression du ressort, on comprend que
le siège, le disque va se lever du siège et puis va faire sortir la vapeur. Donc, c'est vraiment ce ressort-là qui est comprimé, qui vient faire tout le travail là, de garder le disque sur le siège puis de venir faire fermer la valve. Et puis ça c'est réglé en usine. Donc, c'est un ajustement en usine qui est fait. Donc, chaque valve est mise sur un banc de test et puis est ajusté et testé également en usine. Puis, il y a un saut, on va plus loin dans la présentation, même un genre de petit câble d'acier qui est mis sur la valve pour la sceller puis dire qu'elle a été bel et bien testée. C'est pour ça souvent qu'on reçoit des fois des appels, comme de quoi tu as un safety valve qui est neuf, fuit. Ben, je peux vous dire, c'est probablement la seule composante sur laquelle il n'y a vraiment pas de zone grise. Là. Un safety valve neuf ne peut pas fuir. Là. En dehors, s'il y a eu des problèmes peut-être de manutention ou d'installation, mais ça ne peut pas fuir. Donc, ça a été certifié, testé et scellé. Donc, juste, c'est bon, chose qui est bonne à savoir. Au niveau des matériaux, on voit il y a un corps autour, donc on voit le bonnet, et puis c'est aussi la partie du bas là, qui est le corps du safety valve. Donc, on a différents matériaux. Pour les plus petits safety valves sur la vapeur, on va souvent voir du laiton. Donc, il faut voir le matériau le plus souvent pour les valves, peut-être de demi à 2 pouces, 2 pouces et demi. En haut de ça, ben, on va y aller avec souvent de la fonte ou de l'acier, dépendamment des pressions d'opération dans les systèmes. Parfois, ce qu'on va voir aussi sur des applications, des fois, on parle de la vapeur qui est propre ou de la vapeur qui est sanitaire. Souvent, ça va être les internes, les parties qui sont mouillées, qui vont être sanitaires, qui vont être en stainless. Ça, parfois, surprenez-vous pas, des fois, sur un réseau, par exemple, de vapeur propre, vous allez voir une valve avec un corps en acier ou en fonte, mais ça se peut, là, c'est à l'interne, c'est à l'interne parfois que ça se passe au niveau souvent de la vapeur propre, surtout pour les plus grosses valves, là, pour sauver des coûts. Le fonctionnement, on pourrait penser que c'est simple. J'ai préparé quelques diapos juste pour se résumer un peu le fonctionnement de la safety valve. On pourrait penser que, bon, quand on atteint le point de réglage du safety valve, la safety ouvre, elle décharge la vapeur et puis c'est tout. Il y a vraiment tout un cycle d'ouverture et de fermeture d'une vanne de sûreté. Donc, on voit ici par le petit graphique qui est ici. Donc, au milieu, j'aurais ma pression de réglage. Donc, mettons que mon safety valve pourrait être réglé, exemple, à 20 PSI. Ben, quand je vais atteindre 20 PSI, ben, la vanne va commencer à ouvrir. Donc, ce qu'on appelle le cycle d'ouverture. Donc, ceux qui ont déjà entendu un safety valve, la safety valve ne va pas tout de suite ouvrir d'un coup puis décharger 100% de son débit. Il y a comme on entend un genre de petit débit au début de sifflement qui va commencer à sortir. Donc, il y a un petit débit qui va passer au départ. Donc, ça, c'est la phase vraiment juste d'ouverture. Pour que la safety valve ouvre au complet, il faut venir vraiment atteindre une certaine surpression. Donc, ici, sur le graphique, on est à 10 %. Ça va dépendre de l'application. On va voir plus loin. On peut avoir des vannes que c'est 3 %. C'est une vanne sur une chaudière, une section 1. Ou dans ce cas-ci, bon, 10 %. Ça pourrait être une safety valve, par exemple, sur un réseau standard, une ASME section 8. Donc, après 10 % au-dessus de la pression, c'est là qu'elle va venir décharger son débit maximum. L'autre phase qui est à gauche, qui est peut-être un petit peu moins connue, c'est vraiment la phase de fermeture du safety valve. Ça, je vais revenir le décrire plus loin. Il y a aussi également une pression minimum aussi du côté fermeture pour que la valve vienne refermer complètement. Donc, ça, c'est la phase d'ouverture. Vraiment, on commence juste à ouvrir, il y a un débit qui commence à sortir. Par la suite, vous voyez, on s'est déplacé un petit peu le carré là, vers la droite. Là, ce qui va arriver à un certain point, vous voyez, c'est écrit ici, la safety valve va, en quelque sorte, des fois dans le jargon, on va dire qu'elle va popper le safety valve. Donc, quand on atteint un certain point, ben, vous voyez sur la droite ici l'image que c'est rouge, là, le fameux cône que je vous ai parlé tout à l'heure, ben, toute la surface va être exposée ici sur le dessus, là, où est-ce que le disque et puis le cône. Là, c'est clair qu'on va dire, elle va popper. Donc, toute la force, dans le fond, la pression, toute la surface va être exposée à la pression pour avoir une force très grande qui va être faite vers le haut. Et puis aussi couplée aussi au débit. Hein, la vapeur va avoir tendance à rusher un peu vers la sortie. Donc, la chute de pression, il y a de plus en plus de vapeur là, qui va se mettre à passer. Ça aussi, ça va pour effet faire lever d'un coup le safety valve. Là, on voit ici la courbe. D'un coup, là, on monte en haut et on atteint le débit maximum à 10 % de surpression. C'est à ce moment-là que la safety valve va vraiment décharger son maximum de débit.
Par la suite, ben, on a ce qu'on appelle la fermeture. Donc, la vanne de sûreté va se refermer. C'est pour ça que, parfois, on va demander d'avoir une certaine distance entre la pression de réglage du sétivage et la pression d'opération. Donc, parfois, on va demander, exemple, ça va dépendre, on va le préciser tout à l'heure, ça pourrait être 5 PSI entre la pression de réglage et la pression d'opération. Ben, c'est pas juste au cas où il y aurait des fluctuations de pression. Ça peut être pour ça, des fluctuations de pression dans le réseau. C'est surtout aussi pour permettre au safety valve de refermer. Parce que aussi de ce côté-là, du côté fermeture, il y a un minimum de pression aussi, de différentiel qu'il faut atteindre pour permettre au safety valve de pouvoir bien refermer. Donc, si j'avais un safety valve, par exemple, qui serait réglé à 20 PSI, puis je sais pas, moi j'opère à 18, 19 PSI, ben, ce safety valve-là risque d'avoir de la difficulté peut-être à refermer. Donc, ça prend un certain différentiel aussi pour permettre au safety valve de bien se refermer. Ce différentiel-là va dépendre aussi de la classe de safety valve. Donc, une classe 1, mettons, sur une bouilloire à vapeur, ça pourrait être 4 en dessous de la pression de réglage. Une classe 8, une section 8, je veux dire, serait 7 en dessous de la pression de réglage. Donc, vraiment faire attention à ça, la pression de réglage, pression d'opération, pas opérer trop proche de la pression de réglage de la vanne de sûreté. Ensuite, l'autre sujet qu'on voulait aborder, c'est les codes des règlements. Donc, il y a plusieurs codes des règlements, puis institutions aussi qui encadrent la sélection, la fabrication, dans le fond, des vannes de sûreté. Ici au Canada, on se réfère beaucoup au niveau des provinces. Chaque province a probablement son propre organisme. C'est ça qu'il faut vraiment noter. Faire attention, comment je pourrais dire, si vous êtes en Ontario ou au Québec, il peut y avoir des petites subtilités. Au Québec, on est régi par la RBQ. En Ontario, on parle du TSSA. Donc, chacun peut avoir des petites subtilités. Il faut faire attention à ça. Donc, vraiment ici, là, la RBQ est vraiment responsable pour son territoire. Mais toutes ces organisations-là, veut pas, se réfèrent pas mal toutes en quelque part au National Board. Donc, le National Board of Boiler, c'est vraiment eux souvent qui vont donner les lignes directrices par rapport, ils vont fournir les chartes de sélection par rapport aux différentes applications, ils vont donner les règles à suivre. Fait que la RBQ et ces institutions-là vont beaucoup se référer au National Board qui vient tout chapeauter les différentes provinces. Et finalement, on a aussi les codes et certifications des manufacturiers, assembleurs, réparateurs. Il peut y avoir aussi certaines subtilités pour certains appareils. Donc, il y a des appareils particuliers, des gens qui fabriquent des réservoirs, des stérilisateurs, des différents appareils qui font eux aussi certains prérequis. Donc, il faut regarder ça aussi quand on vient faire au niveau des règlements à suivre. Section 1 et section 8. Donc, on en a, j'en ai parlé brièvement tout à l'heure. C'est probablement les deux sections ASME, donc on va se référer souvent au niveau des soupapes sur la vapeur. La section 1, juste pour vous simplifier ça, c'est pour tout ce qui est chaudière à vapeur, donc tout ce qui est alimenté par donc chaudière à feu. Donc, la section 1, sa particularité, si je vous parlais d'overpressure, de surpression, donc on parlait de 3 de surpression. Donc, vraiment, là, dès qu'elle atteint 3 au-delà de son réglage, le safety valve va décharger 100 de son débit, puis elle va se refermer dans une plage de 4 La marque, on parlait tout à l'heure de plaques signalétiques sur les vannes de sûreté. Donc, les vannes section 1, ils ont la marque V dessus. Juste avoir ça en tête. La section 8, c'est pour dans le fond, pour toutes les autres applications sur les réseaux de distribution de vapeur. Donc, à la sortie des régulateurs de pression, tout ce qui est sur les systèmes en tant que tels. Donc là, on va être un petit peu plus permissif avec 10 d'overpressure pour atteindre la capacité maximale. Et puis, la vanne va venir se refermer à peu près à 7 en dessous du réglage. Et puis, la marque, si on regarde sur la plaque signalétique, va être identifiée par la marque UV, donc dans le cas des vannes section 8. Donc, vraiment, juste remarquer ça.
Juste faire une attention, une section 8, par exemple, ne pourrait pas être installée, exemple, sur une chaudière. Donc, faire attention quand vous avez une safety valve en main, vous faites une sélection, vraiment surtout prendre la section 1 pour les chaudières, là, vraiment pas oublier ce fait-là qui est très important. Donc, parlons-en de la fameuse de la plaque signalétique. Donc, chaque diamètre de safety valve va être associé à un orifice. Donc, vous voyez ici, là, si on regarde, ça, c'est un tableau typique qu'on peut retrouver dans n'importe quelle charte de manufacturier. Donc, il y a des orifices qui vont être marqués par des lettres. Donc, on va partir des plus petits safety valves avec des orifices D. Ça va aller à J. Même que là, on a tronqué un petit peu la charte, mais ça va jusqu'à P et même Q, là, même Q, les orifices. Ça peut aller pour les très gros diamètres, des safety valves, exemple 6 par 8. Là. Donc, chaque orifice, les orifices, il va y avoir un certain diamètre d'orifice à l'intérieur. Ça, c'est standard par rapport aux différents manufacturiers. Ça, vous allez retrouver aussi dans les chartes de capacité, là, à quelques livres près, là, les manufacturiers se suivent pas mal là, au niveau des différents orifices. Fait que je vais regarder pour chaque aussi, la lettre qu'elle va nous donner aussi, c'est la grosseur aussi du safety valve. Donc, un D va avoir une sortie de 3 quarts. Donc, il va être soit une demi par 3 quarts ou 3 quarts par 3 quarts. Mais comme je vous disais en introduction, la plupart du temps, quand on fait des installations sur des réseaux de vapeur, l'entrée va toujours être à peu près un diamètre en dessous de la sortie. Les diamètres égaux entrée-sortie, c'est un petit peu moins, je dirais, commun, un petit peu moins standard. Là. Allez-y avec, si vous voulez avoir des valves un petit peu plus rapidement, là, allez-y avec le plus petit diamètre à l'entrée, puis le plus gros diamètre à la sortie. Ça ne change pas là, au niveau de la capacité. Là. Les autres informations qu'on va avoir sur la vanne, bon, on voit le diamètre. Donc, dans ce cas-ci, ce serait une pouce et demi par pouce et demi. Le modèle. Ce qui est important, surtout, la capacité aussi en livres à l'heure. Mais ce qui est important aussi, ce que je voulais souligner, c'est surtout aussi la date. Donc, la date de la vanne de sûreté. Ça, en fait, c'est un petit peu encore, je dirais, une zone grise. Il n'y a pas comme exemple de règles vraiment tranchées au niveau de la RBQ, au niveau du Québec. Mais certains assureurs ou certains pourraient demander de remplacer les safety valves au bout de quelques années. Donc, portez attention à ça. Typiquement, on va parler à peu près souvent à chaque 5 à 7 ans. C'est pas rare, des fois, on va se promener sur des réseaux de vapeur, on va voir des vieilles safety valves qui ont 15-20 ans. Donc, dites-vous, c'est peut-être le temps de faire un audit ou une inspection de ces vannes de sûreté-là, si ça n'a pas déjà été fait, parce que ça a une durée de vie selon les assureurs, là, les vannes de sûreté. Donc, faire attention aussi aux dates qu'on a sur les vannes. L'autre sujet, on parlait en introduction de sélection de vannes. Donc, quand on fait une sélection de vannes de sûreté, bien, on a une première chose à regarder. Hein, on en a parlé un petit peu plus tôt, la section 1 et la section 8. Donc, je vais prendre une section 1 ou une section 8. Section 1, comme je disais tout à l'heure, ça va être sur les bouilloires à vapeur. Section 8, ça va comment tout être nos autres applications communes. Donc, à la sortie des régulateurs, sur les équipements ou autres. Là. Donc, ça va être un petit peu de voir qu'est-ce qu'on est au niveau où est-ce qu'on en est au niveau de notre application. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est la marque V pour la section 1 et la marque UV pour la section 8. Fait que la plupart du temps, je dirais la section 1, les safety valves viennent souvent avec les manufacturiers de bouilloire. Ils vont fournir leur propre safety valve, mais ça peut arriver que vous ayez à faire peut-être un remplacement, vous décidez vous-même d'acheter votre safety valve. La plupart du temps, on va venir jouer ici là, dans la section 8. Les pressions d'ajustement, je l'ai expliqué plus tôt. Donc, vraiment important, comme je l'expliquais, surtout premièrement pour protéger l'équipement, hein, parce qu'il ne faut jamais dépasser la pression maximale que les équipements peuvent tolérer à la sortie. Des équipements qui sont basse pression aussi, qui ne sont pas CRN, qui ne sont pas approuvés haute pression, on ne dépassera pas 15 PSI de réglage. Et puis aussi, comme j'expliquais tout à l'heure, pour la fermeture du safety valve, aussi pas avoir une pression d'ajustement qui est trop proche de la pression de réglage de la vanne de sûreté. Donc, il y a vraiment des règles de l'art à suivre. Puis ça ici, écoutez, on ne l'a pas inventé, c'est vraiment la référence, c'est le National Board. On a pris ça dans les manuels du National Board. Donc, pour les chaudières de 15 à 300 PSI,
Donc, on va prendre de 7 PSI différentiels ou 10 ou le plus grand des deux. 300 à 1000 PSI, 30 PSI ou 7 Encore une fois, on choisit la plus grande des deux différentes valeurs. Par la suite, ben, les vaisseaux sous pression, tout ce qui est en général, ça peut être échangeur, réservoir, etc. 15 à 70 PSI, 5 PSI différentiel, 70 à 100, 10 de différence. Donc là, c'est un petit peu plus tranché. À la sortie des régulateurs de pression, jusqu'à 70 PSI, prenez-vous un 5 PSI de différence. Tout ce qui est en haut de 70 PSI, on peut endurer jusqu'à un 10 par rapport à la pression de réglage. Tout en ayant en tête qu'il ne faut pas dépasser la pression, dans le fond, de design des équipements qui sont à la sortie du régulateur. Donc, on l'a bien mentionné ici. La capacité des soupapes pour les bouilloires à vapeur, bien, souvent, la capacité en livre-à-l'heure va être indiquée sur la plaque d'identification de la bouilloire. Donc, c'est un petit peu aussi simple que ça. Ou, on sait que la capacité pour un BHP de chaudière, on produit 34,5 livres à l'heure de vapeur. Et puis, c'est un débit aussi qui est calculé à 212 degrés d'eau d'alimentation. Une valeur qui est pour un réservoir qui serait atmosphérique d'alimentation, une valeur qui est un petit peu conservatrice. Fait qu'elle avec ça, je vous dirais peut-être surtout aussi essayer de suivre un peu ce qui était déjà peut-être présent au niveau du manufacturier de la chaudière comme safety valve, puis remplacé par un équivalent. Donc ça, ce qu'on vous donne là, c'est vraiment juste par des lignes directrices, mais la plupart du temps, on va essayer de suivre ce qui est déjà mentionné sur la bouilloire. Peut être aussi calculé par la quantité de combustible à plein régime. Peut-être plus y aller, plus simple peut-être d'y aller avec le débit de vapeur. Une petite note aussi qui est intéressante, pour les chaudières qui dépassent 47 mètres carrés de surface de chauffe, ce qui donne 1100 kW, je pense que c'est à peu près 150 BHP de chaudière, ben là, on a besoin de deux vannes de sûreté. Donc, peu importe la capacité, là, on a besoin de mettre 2 vannes de sûreté sur la chaudière. C'est une particularité pour les bouilloires de 150 BHP et plus. Les stations de réduction de pression, je vous dirais, dans votre vie courante de tous les jours, c'est probablement, quand vous faites la sélection de réseau, c'est peut-être l'application que vous avez le plus en tête et qui revient le plus souvent. Donc, au niveau des vannes de réduction de pression, ben oui, en fait, y aller avec la capacité du régulateur, malgré qu'on a des chartes du National Board qu'on va vous montrer par la suite qui peuvent être utilisées pour faire la sélection. Surtout faire attention, quand vous prenez la pression en aval pour la sélection du régulateur, pas y aller avec la pression d'opération. C'est pour ça ici qu'on a écrit ne pas confondre la pression d'opération et la pression de design de la chaudière. Donc, si je par exemple à 125 PSI en amont de mon régulateur et que la safety valve sur la chaudière est à 150, il faut y aller avec le pire scénario. Donc, quand vous allez faire votre calcul de capacité du régulateur, prenez pas la pression d'opération, vous prenez le réglage de la safety valve précédente. Donc, si la vanne de sûreté sur la chaudière est à 150, ben on va prendre 150. Peu importe si je suis à 125 PSI en amont du régulateur. Si on peut comprendre, du jour au lendemain, quelqu'un pourrait aller jouer avec le réglage de la pression dans le réseau. Quelqu'un pourrait monter ça tout d'un coup à 130 PSI, là, sans crier gare. Faire attention aussi, ça me donne l'occasion, on va parler de l'installation plus tard, mais on a une belle image ici, le positionnement du safety valve avant de le mettre vraiment après les vannes d'isolation. Surtout quand on a une vanne de contournement. Parfois, on va venir mettre un bypass. Hein? En cas d'urgence, s'il y a un problème avec le safety valve, on se met une vanne de type globe là, sur le bypass pour venir alimenter temporairement sous supervision manuelle le système. Donc, faire attention que le safety valve soit assorti des vannes, qu'on ne se retrouve pas à fermer les 2 vannes ici, que le safety valve soit entre les deux, que là, le réseau soit plus protégé. Il faut vraiment que le safety valve soit après les vannes d'isolation. On a déjà vu ça dans le passé, là, ce genre d'erreur-là. Puis contournement aussi, toujours, quand on dit toujours un plus petit orifice, ben, selon le code, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut toujours prendre le moins restrictif des deux. Donc, si j'ai un régulateur de pression et puis en parallèle, j'ai un bypass, ben, si j'ai un régulateur 1 pouce, par exemple, ben, si je mets une vanne d'isolation, exemple 1 pouce,
bien, ce qui va arriver souvent, c'est que la vanne d'isolation a un beaucoup plus gros CV, hein, un plus gros orifice que la vanne de détente. Donc, il faut prendre le moins restrictif des deux, mais je me retrouverai à devoir sélectionner en fonction du bypass. En réalité, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est venir essayer de matcher le CV de la vanne de régulation avec la vanne de bypass. Puis souvent, ce qui va arriver, vous allez vous apercevoir que si j'ai un régulateur, exemple 1 pouce, ben, je vais me retrouver avec une vanne de bypass peut-être 3/4, même peut-être dans certains cas 2 diamètres de moins, peut-être même 1 demi-pouce. Fait que ça, c'est à regarder. D'essayer de regarder les CV de vos valves, là, de vanne de régulation et de la vanne de bypass. Et puis assurez-vous que votre vanne de bypass a un plus petit CV que la vanne de réduction de pression. La capacité de la vanne de sûreté, écoutez, il y a vraiment deux manières de le faire. Ça, je dirais qu'on vous présente là, c'est peut-être la manière la plus simple. En fait, c'est que dans le fond, le National Board, il y a des chartes qui existent pour dimensionner des vannes de réduction de pression. Ça y va vraiment selon le diamètre. Il y a des tableaux avec les pressions qui ont pas calculé la capacité à l'aide des deux petites formules qui sont ici. Donc, on voit qu'il y a une formule numéro 1 puis il y a une formule numéro 2. Donc, la formule pour, tantôt je parlais de vanne de dérivation. Donc, il y a une formule numéro 1 pour la vanne de PRV, puis la formule numéro 2. Donc, on voit il y a le facteur A et C. Donc, venir chercher le facteur C en haut dans le tableau qui est ici, selon les pressions en amont et en aval du régulateur. Et venir le tabuler ici dans le tableau qui est là. Donc, selon la grosseur de régulateur ou de bypass, on va venir avoir un facteur A ou A1 et puis on va venir l'appliquer puis calculer notre capacité de PRV de bypass. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, là, on va prendre le plus gros des deux. Fait que si mon bypass, par exemple, ici, on voit ici, j'ai une PRV 2 pouces et puis j'ai un bypass 3 pouces, ben là, je vais être obligé de saisir ma safety valve à 26 millilivres à l'heure au lieu d'environ 8 millilivres à l'heure. Donc, faire attention, le bypass, de ne pas surdimensionner les vannes de dérivation. L'autre chose, peut-être aussi à faire attention, l'autre manière aussi, c'est peut-être aussi, on peut y aller avec le CV aussi des vannes. Ce qu'on s'est aperçu, ce n'est pas dans certains cas typiques. Cette table-là est très bonne pour tout ce qui est régulateur mécanique. Puis, écoute, c'est sûr qu'on respecte le code quand on suit cette charte-là. Mais ça peut arriver dans certains cas, certaines vannes spéciales avec des CV sur des vannes de contrôle, surtout qui ont des CV spéciaux. Des fois, ça vaut peut-être la peine, des fois, de refaire un autre petit check-up avec le CV de la vanne de contrôle pour être sûr que ça n'excède pas la capacité d'une vanne mécanique typique. Ça m'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des vannes de régulation de contrôle qui excèdent le régulateur et puis qui va excéder légèrement la capacité qui est dans la charte ici. C'est juste des cas spéciaux qu'il faut regarder. Mais pour les vannes mécaniques, là, avec cette charte-là, vous êtes pas mal couvert, là, peu importe le scénario. Tableau typique de capacité. Ça, c'est un tableau typique de capacité de vanne de sûreté on l'a pris dans notre catalogue, là, mais ça ressemble d'un manufacturier à l'autre. On a nos fameux orifices qu'on a parlé tout à l'heure. Vous voyez, l'orifice, là, on voit de l'orifice F jusqu'à R même. Donc, c'est pour les plus gros, c'est en haut de 2 pouces et demi, là, les plus gros diamètres. Donc, vous voyez, il y a vraiment là, il y a une surface là, associée à chaque, comme on avait dit plus tôt, là, à chaque lettre. Il y a des diamètres aussi. Donc, les diamètres sont associés. Puis, on a les colonnes ici pour venir faire les sélections. Vous voyez, notre 3 c'est notre vanne, c'est section 1. On dit ASME section 1. Puis, on a 10 notre vanne ASME section 8. La plupart du temps, là, quand on fait nos sizing de valves là, à la sortie de régulateur de pression, on va être dans la colonne ici, là, la colonne 10 d'accumulation. On va y aller selon notre pression de réglage, puis on va aller sélectionner le débit qu'on a besoin. C'est pour de la vapeur saturée en passant. Tu sais, des fois, ça peut arriver, ça va peut-être vous arriver une fois dans votre carrière, là, que vous allez faire une application peut-être sur de la vapeur qui serait surchauffée. Donc, sachez que cette charte-là n'est pas bonne pour nécessairement pour la vapeur surchauffée. Donc, il y a des facteurs de correction. Donc, si vous êtes sur de la vapeur surchauffée, ça ne varie pas tant que ça, mais ça peut varier d'une couple de points de pourcentage, surtout pour les plus grosses capacités. Là, on peut avoir un bon pourcent, là, 1-2 de différence si la vapeur est surchauffée. Donc, il existe d'autres chartes avec des facteurs de correction pour corriger la capacité des vannes si on a de la vapeur qui est surchauffée.
L'installation, qui est notre quatrième point qu'on vous avait promis en introduction, qui est assez, je dirais, qui est assez important à considérer. Donc là, j'ai toute une liste là, ici, mais c'est tous des points qui sont importants. Donc, toujours monter dans l'axe du ressort situé verticalement. Donc, la vanne de sûreté, vous voyez, elle est installée verticale. On ne pourrait pas la mettre sur le côté, avec le ressort à l'horizontale. Il faut vraiment toujours que ce soit à la verticale, l'installation du safety valve. C'est vraiment important. Aucun appareil de fermeture doit être placé entre l'entrée et la sortie de la vanne de la soupape de sûreté. C'est assez compréhensible. C'est sûr que si je viens mettre une vanne d'isolation juste à l'entrée du safety valve, ça vient un peu, je dirais, défaire le but de protéger le réseau. Quelqu'un pourrait venir fermer la vanne, puis là, je me retrouverais avec un réseau qui est non protégé. Donc, aucune vanne de sûreté et même aucun réduit. Ici, on le voit ici, c'est marqué. Là. Non, ça, c'est l'évacuation, mais on va parler de l'entrée aussi. Il faut vraiment que ce soit au moins le même diamètre que l'entrée de la safety valve. Donc, aucun réduit ici. Même chose pour la tuyauterie d'évacuation. Donc, si j'ai une 3 par 4, il faut au moins que ma sortie soit 4 pouces. Donc, je ne peux pas arriver après faire 4 pouces puis réduire en 3. Il faut vraiment avoir un diamètre égal ou supérieur. Le tuyau doit être installé de façon à ne pas induire de contrainte sous la soupape. Donc, vraiment, là, la manière dont on va venir faire le tuyau ici, si on voit que, premièrement, la plupart du temps, on va venir mettre ce qu'on appelle un coude d'égouttement sur la sortie. Et puis, ce coude-là va permettre de venir installer l'évent, mais l'évent va être un petit peu surélevé par rapport au coude, donc il ne viendra pas appuyer sur la sortie du safety valve. Donc, on n'aura pas de contrainte sur la sortie. Donc, d'où l'importance d'un coude d'égouttement. Sinon, si vraiment il n'y a pas de coude, là, venir mettre un support, donc bien supporter la sortie du safety valve pour ne pas vraiment induire là, de contraintes là, sur la soupape qui pourrait créer des distorsions et des fuites. Parfois, on va vouloir installer un silencieux. Des fois, ça va arriver, j'ai un gros safety valve, puis on est en ville, puis quand ça rouvre, là, ça peut faire c'est très bruyant, surtout pour les plus gros safety valves. Donc, les gens vont installer des silencieux sur les sorties de vannes de sûreté. Donc, il faut que ce silencieux-là ne crée aucune contrainte ou aucune perte de charge. Il n'y a aucune perte de charge qui est permise à la sortie si on installe des silencieux. Le tuyau de sortie, on doit chercher à ce qu'il soit le plus court possible. Donc, le plus possible, faire le chemin le plus court, si c'est possible. Et puis aussi installer qu'une légère pente qui va permettre l'égouttement du condensat vers le drainage du coude d'égouttement ou autre. Puis là, on peut s'être fait un point bas en même un tuyau, là, mais il faut que ça penche à l'opposé du safety valve pour venir vraiment qu'il n'y ait pas d'eau qui s'accumule dans le safety valve. Parce qu'une fois qu'il est ouvert, il peut se ramasser de l'eau sur la sortie. L'évacuation doit être située à un endroit où il ne peut blesser personne. Donc, c'est sûr que là, le safety valve, on essaie de ne pas être, par exemple, sortir sur le côté d'un mur à hauteur d'homme. Ça, c'est vraiment un gros non. Le plus possible, sortir au toit, puis à une certaine hauteur après le toit, plus haut que la hauteur, exemple, d'un être humain, là, pour pas que, potentiellement, si ça ouvre, pour ne pas brûler personne. Donc, essayer d'être le plus sécuritaire possible quand on vient acheminer les sorties devant. Si c'est impossible d'utiliser, on l'a déjà vu des fois dans les plus gros bâtiments, si c'est impossible d'éviter l'utilisation d'un long tuyau, il faudrait peut-être augmenter le diamètre de l'évent. Donc, il faut vraiment éviter le plus possible la perte de pression dans la sortie de l'évent. Si vous voyez que votre évent doit parcourir vraiment là, plusieurs étages ou vraiment une très longue distance, vraiment là, essayez peut-être d'y donner un diamètre de plus. Donc, c'est pas permis de réduire, mais c'est permis de grossir l'évent à la sortie. Donc, je sortais, mettons, comme il sortait en 4, j'aurais un coup d'égouttement, je grossirais en 6 pouces. Mais peut-être que je fais tellement une grande distance que peut-être je vais le faire en 8 au lieu de 6, que je vais avoir une plus grosse section pour éviter de faire de la perte de pression. Faciliter aussi l'accès pour l'inspection, essai et réparation. Donc, parfois, on voit, on l'a parlé en introduction, il y a un levier ici pour venir tester les safety valves. Donc, essayer que ce levier-là soit bien positionné, qu'il y ait un bel accès pour qu'on puisse venir tester le safety valve, que ce ne soit pas caché ou que le levier soit encombré, que ça empêche de le lever. Juste en passant, une petite note, quand on fait des tests justement sur les safety valves, vous assurez d'avoir au moins 75% de la pression de tarage
pour ne pas endommager les sièges. Donc, c'est important de ne pas faire ça, par exemple, à trop basse pression. Donc, au moins 75% de la pression de tarage quand vous faites vos tests de safety valve. Ça va permettre au safety valve de bien se refermer par la suite. Dernière chose, force de réaction. En effet, c'est des choses à regarder pour des plus gros safety valves sur des réseaux. Vous savez, le jet de vapeur, bien, il va pousser vers le haut, mais il va créer une force de réaction aussi vers le bas. Donc, s'assurer qu'il y a des bons supports. Donc, ça, c'est des gens souvent de structure qui vont venir faire des calculs là, de force de réaction à la sortie des safety valves. Peut-être pas pour des petits diamètres, mais pour les plus grosses safety valves, là, des exemples 6 pouces par 8 pouces, là, ça vaut la peine de venir faire ces validations-là au niveau des forces de réaction. Précaution lors du transport, souvent, c'est assez négligé. C'est pas une gate valve ou c'est pas un purgeur de vapeur, une vanne de sûreté. C'est vraiment quelque chose c'est un équipement de sécurité qui est très sensible. Ce qu'on voit parfois, c'est on voit même sur des chantiers des gens qui transportent les safety valves en les prenant par les poignées. Ça, c'est un gros nom. Là, vraiment, on ne peut pas faire ça. Il faut faire attention à la manipulation, les manipuler avec attention. Aussi, éviter tout choc brusque. Donc, pas déposer ça fort par terre ou les cogner. Vraiment, éviter tout choc quand on vient faire la livraison de safety valve. Les impuretés aussi, pas venir stocker ça dans un endroit où ça serait poussiéreux et qu'il y aurait plein de débris. Ça peut aussi venir affecter le safety valve. Donc, vraiment veiller à la propreté de l'installation. Puis la petite photo ici, là, venir s'assurer, c'est le fameux seau que je vous ai parlé en introduction, là, s'assurer, voir le safety valve qui a son seau une fois qu'il est livré. Ça, c'est pas un genre de mèche en métal qu'on peut venir couper quand on reçoit le safety valve. C'est vraiment quelque chose qui vient nous certifier que le safety valve a été bien testé. Là. Dernière petite diapo avant de passer aux questions. Je trouvais ça intéressant de parler aussi de vanne de surplus. Parce qu'une vanne de sûreté, c'est pas une vanne pour évacuer un surplus de vapeur. Hein? C'est une vanne qui est supposée d'ouvrir seulement en urgence. Donc, s'il y a un problème, j'ai une surpression, la vanne de sûreté va protéger mon système. Donc, ces vannes-là vont soit ouvrir jamais ou une fois de temps en temps. Si on voit vraiment qu'on a un surplus de vapeur dans un système, ça peut arriver. Là, je peux avoir, ça c'est un exemple typique, j'ai de la récupération de flash. Donc, on a déjà eu un webinaire là, sur le flash. En passant, nos enregistrements sont encore disponibles là, sur notre site web, ceux qui veulent revoir nos webinaires de l'automne passé. On en avait parlé là, de la récupération du flash. Donc, on va envoyer du flash parfois à la sortie de régulateurs de pression. Et puis, ça va avoir pour effet que parfois, je peux avoir une application parce que, d'un coup, j'ai plus de consommation sur ma basse pression, mais je continue à faire du flash sur ma haute pression. Puis là, je vais avoir la pression qui va se bâtir. Puis là, mon safety valve, sur la basse pression, bien, il va ouvrir. Il va décharger la vapeur à l'extérieur. Ça, c'est pas une bonne utilisation d'un safety valve. Dans un cas comme ça, ce qu'il faut faire, c'est rajouter ce qu'on appelle une vanne de surplus. Donc, un peu comme un régulateur de pression, mais inversé. Puis lui, ce qu'il va faire, c'est que avant même que la vanne de sûreté ouvre, lui va être réglé une coupe de PSC en dessous, puis il va commencer à décharger le surplus de vapeur à l'extérieur pour éviter que le safety valve vienne ouvrir. Bien sûr qu'un safety valve qui rouvre tout le temps, on a vu en introduction, il y a un ressort à l'intérieur, donc le safety valve, à un moment donné, il va devenir, il sera plus son travail, il sera plus étanche, il fermera plus bien. Donc, c'est pas fait pour ça. Là. Vraiment, rajouter dans ces cas-là une vanne de surplus de vapeur. Donc, c'est juste une petite parenthèse là, au niveau des surplus de vapeur. Donc, c'est ça qui vient, je dirais, terminer la partie présentation. Donc, je pense qu'au cours de la présentation, on a reçu des questions. Je vais demander à notre expert Richard de venir se joindre à moi, puis on va adresser les différentes questions qu'on a reçues. Richard, es-tu là? Oui, bonjour tout le monde. Merci François pour la présentation. C'était super. Écoute, on a des super de bonnes questions que j'ai répondues sur le chat. Mais, en général, les questions moi demande souvent si on peut combiner deux vannes de sécurité sur le même évent. La réponse est oui, mais il faut simplement prendre la précaution de vérifier les deux surfaces de sortie, les combiner, calculer l'air total, puis de
de faire un éval combiné par la surface de la sortie des safety valves. Et puis, bien entendu, aussi, c'est important, on me demande souvent si on peut décharger un élan dans un réservoir atmosphérique ou un réservoir de condensat ou un blow-off tank. Non, ce n'est pas permis de le faire. Autant que possible, les deux safety valves doivent avoir les pressions qui sont similaires. Puis lorsqu'on sort au toit, bien, les sortir avec un certain angle, notre tuyauterie qui va monter verticale pour évacuer les deux safety valves face à face. Si on met deux safety valves, souvent on me pose la question, c'est quoi la capacité de deuxième safety valve? Est-ce qu'on peut prendre un safety valve, exemple 4 par 6, puis l'autre est 3 quarts par 1 pouce? Non, ça prend un minimum 50% de la charge de plus grosse. C'est important de le noter aussi pour les safety valves combinés. Une autre question aussi qui me revient, François. Pourquoi ma safety valve coule? C'est quoi les raisons des safety valves qui coulent? Ça nous revient fréquemment. Bon, premièrement, ce que j'aimerais mentionner, souvent on est dit, bon, mais ta safety valve, elle coule, mais peux-tu me remplacer sous garantie? On ne fera pas parce que tous les safety valves sont vraiment testés individuellement et possèdent un saut. Fait que les safety valves en usine, là, quand ça sort, c'est vraiment testé, c'est étanche. Fait que souvent, comme tu me mentionnais tantôt, François, sur l'échantillon, on se promène, les safety valves, ça traîne à terre. C'est pas traité vraiment comme elles devraient traiter. C'est vraiment les mettre dans un coin, les protéger parce que c'est très, très sensible. Chaque ressort, c'est vraiment. La gamme de pression d'ajustement sur le ressort est faite. C'est vraiment facile de désajuster un safety valve. C'est le transport, comme tu l'as mentionné, pas le tourner par les poignées. Là, ça, c'est quelque chose de complètement évité. Tu l'as mentionné, je le répète. Souvent aussi, le safety valve plaque à coule. Ça peut être un régulateur de pression qui coule, qui n'est pas étanche, ça c'est une évidence. Là. Et puis, par contre aussi, pourquoi le régulateur de pression coule? Bien entendu, souvent, il n'est pas bien plongé en amont, il n'y a pas de tamis, je mets un Strenol sans mèche, il n'y a pas de séparateur. On n'utilise pas les bonnes pratiques, fait que le régulateur de pression, il n'est pas étanche. Souvent, il y a souvent des saletés aussi, lorsqu'on démarre un système, il y a beaucoup de saletés, les dépôts de soudure, je vois un peu des morceaux de soudure qu'on voit sur les sièges, ça arrive souvent. C'est bien protéger le régulateur de pression. À ce moment-là, le safety valve devrait suivre son chemin. Fait que faire utiliser les bonnes pratiques. En passant, un régulateur de pression, là, les gens voient ça comme que ça ferme étanche. Oui, d'une certaine limite, là, mais il ne faut pas oublier que le régulateur de pression, c'est des classes 4, c'est du métal sur métal. On ne parle pas de métal sur un siège mou là, pour un classe 6. Ça veut dire qu'on a 0,01% de fuite. C'est tout à fait normal d'avoir un minimum de fuite. Si on a une fermeture à long terme à faire, ou des longues fins de semaine, ou l'été, par contre, c'est qu'il faut vraiment fermer manuellement la valve en amont parce que tôt ou tard, la pression va s'accumuler. Pouf! Safety valve rouge, on voit ça aussi. Fait qu'utiliser soit une valve shut-off automatique ou fermer manuellement, mais je me répète, là, mais il ne faut pas se fier qu'une valve réduction de pression, c'est un organe de fermeture. C'est totalement faux. Là. Mais c'est à une certaine limite. Souvent, Richard, on va voir ça sur les applications. On dit les applications cul-de-sac. Exactement. Le régulateur, il va avoir une courte distance entre l'application et le régulateur. Donc, si mettons, on a juste une dizaine de pieds à la sortie du régulateur, ben, le fameux petit taux de fuite dont Richard parle va faire grimper la pression à la sortie et faire sauter le safety valve. C'est sûr, parce que les salles mécaniques, c'est très court. Ouais, le régulateur de pression, puis quelques pieds plus loin, on a la valve de contrôle. La safety valve n'a pas de place du tout. Il n'y a pas de place à respirer, comme on dirait, comme tu dis. Puis aussi, on voit aussi les fermetures on-off. François, on voit souvent les valves de fermeture, bang, la valve solénoïde ferme après le régulateur de pression. Ça ne donne aucune chance, ce n'est pas pardonnable. Si on peut installer la safety valve après la valve de fermeture on-off si elle est capable de prendre la pression, bien entendu. Là. Mais si on peut faire ça aussi. Et alors, la safety valve, souvent, on va rencontrer, François, on manque de capacité, fait qu'on va mettre la pression du régulateur de pression trop proche du 7 points. C'est un exemple, on va voir les régulateurs de pression ajustés à 14 livres. La safety valve est ajustée à 15 livres. Tu sais, quand la safety valve est ajustée à 15 livres, ça ne veut pas dire qu'elle va exactement ouvrir à 15 livres. Elle peut ouvrir à 14,5 livres. Fait qu'il faut faire attention, on est trop proche de la pression. Au moins, minimalement, laisser minimalement 3 livres entre les deux. On a expliqué tantôt la pression de terrage. Puis, écoute, c'est un peu ce qu'on rencontre souvent. Une autre question, c'est si on n'a pas de place pour sortir de vent, il existe des systèmes alternatifs. Nous contacter là-dessus. Souvent, on a des endroits qu'on n'a pas
n'a pas de casque, on ne peut pas évacuer, on a 10 étages à faire pour passer un événement de safety valve. C'est impossible de sortir l'événement. Ben, s'il vous plaît, venez nous contacter là-dessus. On a des applications, des systèmes alternatifs qu'on peut vous offrir. Là. Fait que ça, là-dessus, j'aimerais que contactez-nous directement pour vous expliquer c'est quoi les façons de faire. Fait que, François, c'est pas mal, ça fait pas mal le tour des questions. Je vais dépasser un petit peu notre temps, mais bon, c'est super, Richard. Merci beaucoup pour avoir répondu aux différentes questions. Juste peut-être avant de quitter tout le monde, peut-être juste ajouter que n'hésitez pas si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde lors d'un prochain webinaire. S'il vous plaît, nous les soumettre. On est justement à la recherche de sujets pour revenir vous voir avec d'autres présentations. Donc, vous êtes bienvenus là, de nous soumettre vos sujets. Donc, on vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci, Richard. Et puis, on va se dire à la prochaine. Merci. Merci, François, pour l'information. Je sais qu'il y a d'autres questions. On va vous répondre individuellement. On va vous contacter pour répondre à vos questions. Je sais qu'il y a plusieurs questions là, qui ont resté en suspens, mais on va essayer de vous contacter individuellement, directement, pour en discuter davantage avec vous. Donc, faites une bonne et belle journée. Merci, François.